Radio Rêve. La radio étudiante. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Je vous demande de vous arrêter. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Au revoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Avec moi ce soir pour animer cette émission, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Alors, vous le savez, le week-end dernier était consacré aux élections européennes. Enfin, jeudi il était consacré, finalement pas tant que ça, puisque même pas un électeur sur deux s'est déplacé aux urnes pour voter pour les parlementaires européens en France. Et finalement, on a eu, lors de cette élection, eh bien, une montée d'un parti politique qui jusqu'à présent n'était pas monté aussi haut, c'est-à-dire le Front National qui a atteint environ 25% en France, ce qui est quand même du jamais vu, notamment pour ces élections européennes. Nous allons y revenir bien sûr dans notre émission de ce soir, nous allons débriefer un petit peu cette actualité qu'ont constitué les élections européennes, et puis nous reviendrons également sur d'autres affaires de la semaine, et je pense notamment aux affaires qui secouent l'UMP. On a souvent parlé dans cette émission des affaires politiques qui noircissent un petit peu le tableau, et la dernière en date avec toutes ces histoires de comptes de campagne, de comptes d'événementiel pour l'UMP, évidemment, a provoqué la démission de Jean-François Copé, le président de l'ancien Premier Parti de France, pourrions-nous dire, en tout cas le parti majoritaire de droite, et au-delà de cette démission a provoqué évidemment l'anticipation des prochaines élections pour désigner le futur président de l'UMP, et puis ont été nommés à la tête de ce parti par intérim, dirons-nous, les trois anciens premiers ministres, à savoir Alain Juppé, Xavier Bertrand et Jean-Pierre, François Fillon et Jean-Pierre Raffarin. Voilà, les trois anciens premiers ministres. Xavier Bertrand, non, peut-être futur président de ce parti. En tout cas, l'avenir nous le dira. Marc, peut-être un premier commentaire sur cette actualité politique et peut-être commencer par l'abstention qui a, c'est pas une surprise, dominé les élections européennes le week-end dernier. Je sais pas trop ce qu'il faut en voir de l'abstention. Je dirais plutôt que ce qui est très surprenant, c'est le Front National. Enfin surprenant pas tant que ça, parce que depuis les années, je crois 89-90, le Front National n'a fait qu'augmenter dans la vie parlementaire européenne. L'abstention, oui. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faut réellement y voir. Ça me semble difficile de voir qu'un élément. Moi, j'y vois plutôt, peut-être un désintéressement de l'Europe, ce qui, à mon avis, est un élément à prendre évidemment en compte. Peut-être aussi une difficulté à comprendre l'Europe. C'est un autre élément. Et enfin, peut-être, le ras-le-bol politique de tout le monde. Et le ras-le-bol politique, pas seulement de l'Europe, mais aussi des partis, on va dire, classiques. Donc, je sais pas, UMP, PS, Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, UDI Centre maintenant, voilà. Donc un ras-le-bol de la politique, un ras-le-bol de l'Europe qui à prendre en compte. Et puis tout simplement, un ras-le-bol, j'ai l'impression, du vote, parce qu'on voit pas vraiment l'intérêt aujourd'hui, je pense, de se déplacer. D'autant plus que les programmes qui sont proposés, notamment déjà sur le plan municipal, régional ou autre, pas présidentiel, c'est rarement suivi. Je pense que les gens j'en fais partie, en ont marre aussi de voter pour des programmes dont on sait qu'ils ne seront pas réalisés, ou alors par exemple, on attendait François Hollande ou d'autres présidents sur des questions beaucoup plus larges, économiques, sociétales, ils y sont politiques. Et puis on a le mariage pour tous. Alors on a le droit de penser ce qu'on veut sur le mariage pour tous, mais bon, on attend aussi des avancées, pas que sur ce plan sociétal, mais aussi sur autres. Et je pense que l'Europe, en ce sens, marque bien ça. Et je termine juste pour dire que, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, le Parlement européen ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, on est dans un triptyque institutionnel européen qui fait que seul le Conseil de l'Europe, donc les chefs d'État des 28 États membres, servent à quelque chose, qui est ceux qui décident en dernier ressort. Nicole Bricq, qui était venue à l'université Paris-Marne-la-Vallée quand elle était encore ministre au commerce extérieur, avait notamment fait
à plusieurs reprises, avait fait comprendre qu'effectivement, même elle, en tant que ministre du Commerce extérieur, donc qui est quand même un ministère tourné vers l'international et peut-être en particulier vers l'Europe, elle-même et ses collègues ministres ne comprenaient pas toujours tout à l'Europe, si ce n'est qu'ils ne comprenaient pas de manière générale. Et puis effectivement, voilà, remettez en cause cette gestion de l'Europe entre les dirigeants qui se réunissent entre eux, entre les premiers ministres, enfin entre les ministres qui se réunissent entre eux, entre la Commission européenne qui est investie par les chefs d'État, ou encore le Parlement européen qui est élu entre guillemets enfin non pas entre guillemets, qui est élu par le peuple, mais voilà, qui finalement a un rôle amoindri par rapport à un Parlement français qui lui-même parfois n'est pas forcément non plus, enfin qui décide, mais décide sur proposition souvent du gouvernement. Donc voilà, un flou artistique déjà pour le personnel politique entre guillemets, et qui peut effectivement être pris dans la population, on le voit notamment aux élections européennes. Mais finalement, on a un chiffre de l'abstention qui n'est pas si éloigné de celui des municipales, qui avait déjà, donc ça montre que ce n'est pas finalement, pour une fois, ce n'est pas l'Europe en particulier pour laquelle les gens étaient sceptiques, et d'ailleurs certainement qu'une partie des gens sceptiques envers l'Europe ont voté Front National sur cette élection. Finalement, est-ce qu'on n'est pas, à l'instar de ce qu'on vient de dire, dans une crise politique? Est-ce qu'on peut, selon toi, utiliser ce terme? Je sais pas, crise politique, oui, peut-être. Mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. J'ai noté plusieurs éléments qui, moi, me paraissent essentiels. Après, ce qui est difficile, c'est de comparer des élections nationales à des élections, pour le coup, européennes, de savoir si les éléments sont les mêmes, mais dans les deux cas, on ne peut être que certain que le ras-le-bol politique est là, notamment au plan national. Il y a l'abstention est forte. C'est seulement la présidentielle qui rassemble le plus. Pas tout le monde, mais qui rassemble le plus les électeurs. Et oui, crise politique, je suis assez d'accord pour le dire, mais je pense qu'il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte. Mais le fait justement que les élections nationales et municipales pour le coup et les élections européennes témoignent d'une abstention assez forte, montre bien qu'il y a quand même des éléments à prendre en compte dans les deux qui sont similaires. Et en plus, je pense qu'il y a quand même aussi de plus en plus, les gens, il y a un certain espèce de repli, pas identitaire, mais repli sur soi-même quand on voit que ça n'avance pas vraiment. Voilà, pour dire les choses très vite, que ça n'avance pas vraiment dans le sens où on sent pas forcément quand on dit c'est la crise, machin. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous touchés au même degré. Donc c'est difficile ça devient plus maintenant une espèce de figure concept de dire qu'on est en crise aujourd'hui, alors qu'on n'en reçoit pas forcément les effets concrets sur le tas, en tout cas pour certains. Et je pense quand même la moitié de la population, voilà, on n'en ressent pas. Alors ça devient, voilà, les gens à force de croire que on est dans une crise dans laquelle on est piégé, ont tendance à se dire que les élections ne servent à rien aussi. Il y a c'est un petit peu des effets qui, par pensée, agissent sur notre comportement, quoi. C'est un petit peu des mentalités et l'espèce de mythe qui apparaissent comme ça. C'est tellement la crise que le commerce pour certaines entreprises marche à un tel niveau. On avait rarement vu ça. Voilà, il faut distinguer les deux choses. Mais oui, crise politique, pour revenir oui, crise politique, je suis totalement d'accord, et peut-être encore plus à l'échelon européen. Oui, peut-être encore plus à l'échelon européen, parce qu'on voit, c'est difficile. Soit les gens connaissent très bien l'Europe, ce que même pour nous, enfin en tout cas pour moi, je doute, parce que c'est quand même assez compliqué. Ou soit justement ils voient que de toute façon c'est un petit peu le piège qui fait qu'au niveau Sénat ça n'avance pas, c'est aussi autre chose. Ou aussi au fait de dire qu'un Parlement européen, des parlementaires, étant donné qu'ils n'ont aucun pouvoir de décider en dernière instance, ne sert absolument à rien, si ce n'est que de représenter. Bon, alors après c'est évidemment symboliquement c'est fort de représenter le peuple, mais après sur les actions on voit pas trop les effets. Alors après, la question serait de se demander si c'est effectivement certain que le Parlement n'a pas de rôle, puisque finalement il entérine quand même des directives, ce genre de choses. Enfin, il prend quand même. C'est le budget, hein, voilà, seulement, hein. D'accord. Mais il se réunit quand même régulièrement, donc on imagine Oui. qu'il y a des débats, que ça fait avancer, que ça, si ce n'est pas une décision, que ça oriente un petit peu la Commission et d'autres organes qui décident. C'est-à-dire qu'il y a quand même des travaux qui sont menés, et j'imagine qu'ils sont menés à terme, pour une partie d'entre eux en tout cas, et qu'ils donnent naissance à des directives et à des choses de ce genre-là. Ça peut éventuellement. Il est force de proposition finalement, ce Parlement. Ceux qui proposent, on va dire l'Assemblée nationale de l'Europe, ça serait la Commission. On va dire que le Sénat de l'Europe,
c'est le Parlement, ce qui est un petit peu inversé. Alors la Commission propose, il y a des livres verts, des livres blancs pour proposer différents trucs. Ça peut être par exemple sur les paquets de tabac, les images, est-ce qu'on va le faire au niveau européen, par exemple, parce qu'on en parle aujourd'hui avec Marisol Bien sûr. Touraine qui a Rappelons qu'il justement s'agit donc de mettre des images qui font peur sur les paquets de tabac et Oui, d'enlever les logos des marques et que tous les paquets soient les mêmes en fait. Oui, voilà. Ce qui supposerait derrière que ça permette de réduire la consommation de tabac. Évidemment, tout le monde monte au créneau déjà sur l'inefficacité potentielle de ce projet et en plus sur le fait que ça n'empêchera pas les marchés parallèles de se développer sur la vente, etc. et qu'on aura beau continuer à s'acharner sur les buralistes notamment qui vendent les paquets de cigarettes, mine de rien, ça développe en contrepartie un marché parallèle du tabac. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que moins de personnes achètent du tabac, alors qu'en réalité, ils l'achètent au noir. C'est ça, et puis voilà, une injonction très simple pour comprendre, limiter le légal, vous aurez une augmentation de l'illégal. Enfin, c'est toujours comme ça. C'est toujours quand on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, qui va tenter par tous les moyens de le faire. Surtout dans des trucs qui humainement ne l'atteignent pas. Voilà, donc on a un espèce de parlement qui aujourd'hui, depuis je crois le traité de Lisbonne de 2005, peut voter en codécision avec la Commission le budget européen. Il y a eu beaucoup de débats au Parlement européen pour savoir ça, mais ça ne peut qu'orienter. C'est-à-dire que le Parlement peut débattre pendant des mois, pendant des jours, pendant des mois, pour proposer d'éventuels cheminements différents que ceux qui avaient été proposés par la Commission européenne, sauf que si la Commission européenne et par-dessus tout le Conseil de l'Europe dit absolument non, on n'en tient pas compte, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est pour ça, et là on en parlera avec le Front National, mais ce qui est très étonnant, c'est que j'écoutais il y a lundi soir l'émission Mots Croisés, France 2. sur France 2, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que le Front National devient le premier parti français représenté en Europe. Tout de suite, on dit le Parlement ne sert à rien, qu'est-ce que vous allez faire? Par contre, quand c'est les autres partis, c'est-à-dire l'UMP, le PS ou autres, qui arrivent en tête, c'est alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas de dire finalement vous allez servir absolument à rien. Alors, on va peut-être me ressortir l'argument des groupes, des groupes internationaux, avec européens. Les groupes européens qu'on peut créer à partir de 7 membres, 7 parlementaires si la France, 7 parlementaires européens dans un groupe. D'accord, je veux bien. Mais dans ce cas-là, on en revient toujours à ce que je disais avant, qui est de dire le Parlement européen ne sert absolument à rien. Donc il y a aussi cette espèce de mensonge, je dirais, médiatique et je trouvais d'instrumentalisation parce que quand c'est le Front National, ça sert absolument à rien. Quand c'est l'UMP et le PS, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on peut avoir des avancées là-dessus? Les autres vont bien évidemment dire oui ou dire non, s'ils sont plus, je dirais, honnêtes avec eux-mêmes. Mais voilà, il y a quand même un décalage, je dirais, dans les questions posées aux vainqueurs, qui est totalement différent de ce qu'on avait il y a 5 ans lors des précédentes élections européennes. Donc, c'est vraiment, ça témoigne du fait que il y a quand même, je sais pas qui tire les ficelles derrière, mais je sais pas si tu as pu le voir, mais moi personnellement, on voit ça tout de suite, quoi. Alors, n'hésitez pas évidemment à réagir à cette émission, que ce soit pendant le direct ou après la diffusion, et puis évidemment nous interagirons avec vous, soit directement, soit dans la future émission de Politiquement Incorrect. C'est toujours intéressant, surtout que ce soir nous ne sommes que deux dans le studio. Je voulais te demander, Marc, du coup, de mon point de vue, je trouve qu'on a peut-être une explication, l'une des explications possibles à tout cet emballement. Alors, outre les médias que l'on évoque, mais peut-être aussi le calendrier électoral. On a un calendrier aujourd'hui que l'on pourrait résumer en ces termes, la course à la présidentielle. Aujourd'hui, on est sous le régime du quinquennat. On se souvient qu'il y a quelques années, on avait le septennat. 7 ans pour réaliser des projets, c'était autre chose que 5 ans. En 5 ans, qu'est-ce qui se passe? La première année, on est sur une période de test, et puis la dernière année, voire avant, on est sur l'emballement lié à la future échéance. Et finalement, il reste 2 ans et demi pour travailler, 2 ans et demi pour obtenir des résultats, évidemment, puisque c'est ce qu'on demande aujourd'hui à François Hollande, d'où la faible cote de popularité qu'il a, puisqu'aujourd'hui on le juge principalement sur le chômage, outre évidemment toute la forme que l'on juge de plus en plus et qui peut-être n'a rien à faire en politique finalement, je pense que tu seras de mon avis. Donc voilà, effectivement, on a un resserrement du calendrier, un emballement médiatique qui est énorme, et est-ce que finalement ce n'est pas l'une des causes, l'une des réponses à toutes ces questions
question, est-ce que finalement aujourd'hui on va pas trop vite avec des projets de plus en plus à court terme? On veut réduire le chômage le plus vite possible. En témoigne l'année qui vient de s'écouler et pour laquelle le chômage devait descendre, et ce qui n'a pas eu lieu finalement. Un mauvais pari ici de l'équipe gouvernementale. Voilà, ce calendrier, qui est le même d'ailleurs en Europe, hein, un calendrier assez serré où les élections se suivent de très proche. Voilà, est-ce que c'est pas une petite erreur ça? Bah, je dirais que c'est une erreur. Ça serait une erreur si c'était jamais le cas, et que c'était voilà, c'est né d'un seul coup et qu'on se dit bah tiens, aujourd'hui c'est comme ça. Sauf que c'est pas une erreur puisque c'est tout le temps comme ça. C'est un jeu qui est important. Alors moi, je dirais plusieurs choses à ce que tu as dit. D'une, ce qui est aujourd'hui terrible, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, avec cette communication politique, en fait, j'ai du mal des fois à distinguer les deux. Des À communicants. distinguer voilà, des communicants, des communications, de la publicité, des machins comme ça, le temps qu'on respecte entre les différents discours, ça aussi, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu arrêter. Oui, il y a de la communication et ça enlève le côté, on va dire, noble de la politique, enfin, anciennement noble de la politique. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il ne faut pas tant en vouloir aux politiques qu'aux médias. Parce que qui impose justement on est dans un monde aujourd'hui où c'est un peu ce que Michel Kouskar a appelé le capitalisme de la séduction au final. J'aurais parlé d'ultra-communication. Je ne sais pas si c'est là Ultra-communication, où tu veux en venir également. oui. C'est pas un terme Oui. que j'emprunte à quelqu'un, c'est vraiment, ça me venait à l'esprit parallèlement à ce que tu disais, de se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a notre homme politique qui est l'élu, entre guillemets, hein, voilà, celui qui, en tout cas dans la plupart des élections, est celui qui a été en fait le représentant du peuple, mais il est surtout encadré d'un cabinet, d'un directeur de communication, voilà, tout est dans l'effet d'annonce, Sensationnel. dans le sensationnel comme tu le dis, et effectivement dans ces gens qui encadrent les présidents d'exécutifs, tout ce personnel qui finalement gravite autour sans être pour autant élu. J'ajouterais, et je te laisse réagir juste derrière, à mon analyse de resserrement du calendrier aussi. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais effectivement, le cumul des mandats qui font qu'on est obligé aujourd'hui de s'entourer pour suivre les dossiers parce qu'on ne peut pas les suivre seul, parce qu'on a des mandats locaux, on a des mandats nationaux, qu'on est dans le parti, que l'on cumule avec plein de choses de représentation, parce qu'il faut savoir qu'un maire ou qu'un conseiller général est censé représenter l'institution, que ce soit dans les collèges pour les conseils généraux, dans les écoles, dans les associations pour les conseils municipaux, que ce soit au niveau du conseil régional, dans les lycées, et dans plein d'autres organismes. N'oublions pas que être un élu, ce n'est pas être simplement représentant, conseiller général et siéger une fois par mois à l'Assemblée. Il y a plein d'autres choses. Ça ne l'est pas, mais enfin, ce n'est pas censé l'être, mais ça l'est malheureusement. Oui. Enfin, en tout cas, aux échelles, on va dire maire d'une grande ville, je sais pas, président pour le coup, et autres, peut-être directeur, le président de la région, je sais pas, peut-être. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. On a aujourd'hui un cumul des mandats que je trouve absolument lamentable, même si on le prend d'un point de vue, je dirais un peu philosophico-sociologique. C'est-à-dire que on a des gens aujourd'hui, s'ils sont maires, qui peuvent devenir, je sais pas, président, enfin qui peuvent se présenter du moins à la présidence, qui peuvent être députés. Et là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que député maire, j'ai jamais, par essence, c'est contre-républicain. Parce que le député doit agir en fonction de la nation. Il doit agir en fonction du peuple français. Bon, il peut avoir des colorations politiques, bien évidemment, mais il doit agir au nom de la nation. Si quelqu'un est maire, et qu'il est député, bon, on va prendre Copé, tiens, parce qu'il est emmerdé, et qu'il est emmerdé, on a un paradoxe, c'est-à-dire que comment voulez-vous parler au nom de la nation si vous avez localement des tiraillements locaux pour faire ceci, pour faire cela, pour faire passer des idées qui viennent de votre ville à l'échelon. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait avec l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire il est censé parler en tant que Premier ministre au nom de la France, entre guillemets, et il va appuyer dans sa ville, où il était maire, je crois. Oui, tout à fait, il était à Nantes. Voilà, à Nantes, voilà. Il va appuyer un projet. Là, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça totalement anti-républicain. Oui, et puis tu parles en plus de Jean-François Copé, qui est en l'occurrence député maire, oui, voilà. mais auquel il faut ajouter évidemment son étiquette d'ex-président de parti, mais qui, voilà, imaginez l'emploi du temps de ce mec, comment est-ce qu'il peut gérer tous les dossiers? En fait, il fait les inaugurations, il préside les conseils, et au-delà de ça, il est entouré de gens qui
le manipule ou non, ou qu'il manipule, enfin dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, c'est-à-dire cet effet néfaste, et les gens le voient de plus en plus dans la politique aujourd'hui, je pense. Mais justement, l'argument que tu as dit, justement, qu'il a un calendrier chargé, etc., qu'il doit déléguer ses actes, enfin, c'est son cahier des charges, quoi, si on parle très vite, là, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est pas l'argument qu'il faut leur mettre dans les dents, parce que l'argument qu'il faut leur mettre dans les dents, c'est l'argument que je viens d'exposer. C'est-à-dire que c'est eux, ceux qui se prétendent républicains, députés, maires, etc., qui n'arrêtent pas de dire que le Front National est anti-républicain, etc. Alors, on a le droit de penser ce qu'on veut du Front National. Moi, on n'est pas là pour... Enfin, on va en parler. Si, justement. Oui, on va en parler, mais je veux dire, on n'est pas là... Je fais pas une éloge du Front National, mais avant tout, faut qu'ils eux-mêmes se regardent dans la glace en se rendant compte que quand on est député maire, c'est anti-républicain, totalement. Et c'est le premier truc. Et je voudrais juste revenir, tu m'avais posé la question sur justement l'accélération du calendrier politique, etc. Là, on est en 2014, voilà, on va dire milieu d'année 2014, on parle déjà des élections 2017. On en parle depuis 2012. Oui, mais je veux dire, là, on voit que ça s'accélère. Et justement, tu disais un petit peu une espèce de course. C'est ce que les anglo-saxons appellent le horse racing, donc les courses de chevaux. Il avance, il recule. Enfin, c'est un petit peu des jeux comme ça pour. Voilà, c'est devenu un jeu communicant et communicatif. Et il faut s'y prendre à l'avance. On se souvient que la campagne de François Hollande a duré 2 à 3 ans. C'est quand même hallucinant. Et ça va être la même chose. Nicolas Sarkozy, c'était 2 ans. Et pendant 2 ans, il passe son temps à aller dans plusieurs villes, etc. Et donc, du coup, il délègue aussi son travail. On sait très bien aujourd'hui que ceux qu'on voit, ce ne sont pas ceux qui travaillent. Talleyrand disait toujours que le vrai pouvoir est toujours caché. Et c'est pareil pour la Commission européenne, avec tous ces anti-chi qui font de délégation en délégation pour, dans le Conseil européen, faire passer des résolutions. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, pour la guerre en Centrafrique, pour la guerre au Mali, pour des affaires économiques, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, celui qui est censé avoir les plus hautes responsabilités est celui qui a le moins de responsabilités. Parce que c'est lui qui délègue, et ça c'est causé par un effet sociétal qui date depuis début des années 2000, fin des années 90, qui est ce que tu avais appelé l'ultra-communication. Donc il ne faut pas tant en vouloir à eux, même si ce sont eux, on va dire, ceux qui en jouent, mais ils sont aujourd'hui malheureusement obligés de le faire. C'est-à-dire que, j'avoue être très holiste, enfin, je considère que n'importe quel choix des individus ne dépend pas de lui, même le fait de, je sais pas, d'aller pisser, je vais prendre un truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bête ce que je dis, mais je pourrais l'expliquer, mais on n'est pas là pour ça. Mais voilà, on est totalement déterminé par notre contexte sociétal, et en ce sens, le fait que le calendrier électoral se rétracte de plus en plus, témoigne aussi de cette situation où aujourd'hui il faut aller de plus en plus vite. La politique devient un sport de combat. J'ai changé le terme. Avant, c'était la sociologie d'un sport de combat de Bourdieu, ce qui est toujours le cas. Mais en tout cas, la politique aujourd'hui a un jeu de combat communicatif et communicant qui fait que la politique est larguée. Et voilà. Et je le répète, ceux qui sont censés avoir les principaux pouvoirs et les principaux leviers du pouvoir sont ceux qui, en fait, en ont le moins. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider, mais c'est ceux qui travaillent le moins. C'est-à-dire que, voilà. Donc, c'est pas seulement européen, c'est international. En tout cas, européen et même autres aux États-Unis, par exemple. Je sais pas. Alors on va parler maintenant effectivement de bons communicants, pourrons-nous dire, vu le résultat de cette élection européenne. On a beaucoup parlé du Front National, qui arrive en tête, disons, a recueilli le plus de suffrages et qui aura le plus d'eurodéputés, qui aura eu le plus d'eurodéputés élus lors de cette élection. Il y avait plusieurs circonscriptions et le Front National a terminé en tête dans la plupart des circonscriptions et de ces élections. On en avait parlé il y a 15 jours de ces circonscriptions électorales des élections européennes. Je voudrais qu'on revienne sur le Front National. Alors, peut-être en aparté, puisque bon, on n'est que 2, donc je vais donner mon avis. Sur une première chose, j'ai trouvé ça un petit peu énorme, le vocabulaire qui a été employé lors de la soirée électorale et durant cette semaine autour du Front National. Personnellement, et peut-être que ça s'est déjà entendu lorsque j'ai notamment été chroniqueur dans cette émission, je ne suis pas un fervent supporter du Front National, je pense que ça s'est entendu. Mais que des journalistes, qui sont censés être finalement impartials,
plus que nous, hein, parce que franchement, nous, on est une petite équipe à côté de ça. Hein, on joue dans la petite cour et eux jouent dans la grande. Je pense qu'on est plus honnête qu'eux déjà. Mais bon, bref, ça c'est autre Oui, chose. mais parce on n'a pas à faire de l'audimat, donc voilà. Hein, les 3 auditeurs qui nous écoutent ce soir en sont bien conscients, j'imagine. Non, je dis 3, on n'a pas les chiffres, hein, donc je rassure tout de suite, j'en sais rien. Mais juste pour dire qu'effectivement, j'ai trouvé le vocabulaire assez énorme. Quand on parle de... Alors on a employé tout le vocabulaire qui va avec finalement les catastrophes naturelles, hein, les tsunamis, le tremblement de terre. D'ailleurs, c'est assez connoté, enfin je veux dire, ce sont des mots qui font peur, hein, tremblement, peur, etc. J'ai trouvé tous ces mots venant de journalistes qui sont censés être objectifs, en tout cas le plus possible, mal placés. C'est-à-dire que, et pour le coup, c'est vrai que Marine Le Pen a certainement pu le dire dans les interviews qu'elle a accordées. J'imagine qu'elle a pu dire ça, que effectivement, c'était pas sympa de stigmatiser 10% ou non, combien, 20%, 25%, pardon, 25% des électeurs de ce scrutin, 10% de la population ou je ne sais quoi, voilà. Et pour le coup, elle n'avait certainement pas tort. Le vocabulaire qui a été employé pour définir le score d'un parti politique qui aujourd'hui est autorisé en France, pour lequel on est amené à pouvoir voter, je trouve ça un petit peu beaucoup. Et je pense que tu dois me rejoindre sur ce sujet, j'imagine. Ah oui, je te rejoins totalement. C'est un petit peu, c'est le deux poids deux mesures. Et je pense qu'il faut garder cette honnêteté. Et voilà, tu l'as dit au début, et c'est bien. On a le droit de pas être d'accord, mais il faut les respecter comme les autres. Et puis voilà, comme ce que je viens d'expliquer sur les députés maires, etc. Déjà balancer l'argument d'anti-républicain. Rien que ça, même sans aller sur tremblement de terre, tsunami, raz-de-marée électorale pour le Front National, vague bleu marine, enfin voilà des trucs qui, enfin bon, on surfe un petit peu sur la vague justement pour reprendre un peu une chose comme ça. Mais oui, c'est totalement déplacé. Et ce qui est terrible pour un journaliste, c'est que on est censé normalement c'est un relanceur de débat, c'est quelqu'un qui fait un travail mais qui expose ses arguments, etc. Et aujourd'hui, on a des journalistes militants qui militent en fait. C'est-à-dire que on voit des journalistes, on sait quelle coloration politique ils ont. C'est absolument terrible. Déjà, même sans ça, hein, ne serait-ce que l'anti-FN, oui, sans on sache, oui. Les journalistes de BFM, on ne sait pas pour qui spécialement ils sont, mais au moins on voit qu'ils sont anti-FN, par exemple. Oui, oui, non, mais alors, devant l'antenne, ils le sont. En tout cas, après, on ne sait pas si oui, ils bien, ont voté. bien sûr. Voilà. Donc voilà, on fait vendre aujourd'hui sur l'anti-FN. On fait vendre sur l'anti-FN. Alors que 25% des électeurs oui. qui ont voté pour un parti se sont exprimés en faveur du Front National. Voilà, mais non, je suis d'accord avec toi. C'est ce deux poids deux mesures qui fait que quand c'est le FN, l'Europe ne peut plus rien, ne sert à rien. Quand c'est les autres partis, c'est l'avenir, etc. Mais après. Là où je suis un petit peu, bon, je suis totalement, vraiment pas d'accord avec le fait qu'ils utilisent des termes comme tu viens de citer. C'est même pas des journalistes. Pour moi, voilà, c'est rien. C'est des nuls, quoi. Vraiment des nuls. Non, mais que les gens ils puissent le dire le lendemain au café. Mais oui, c'est normal. Mais bien sûr. Mais que ça fasse, que les sujets dans les JT aient été orientés vers c'est un tremblement de terre. Je trouve ça assez énorme et je trouve ça d'autant plus énorme que effectivement, on peut comprendre finalement le résultat du vote. Par le fait que les gens rejettent finalement toute cette image. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage entre les médias et la société française qui s'est exprimée? Alors, on va y revenir dans quelques instants, beaucoup d'abstention, beaucoup de votes blancs, etc. Et puis, c'est eux qui sont déplacés. Et puis également énormément de listes qui ont éparpillé les voix, mais un Front National qui envoie le plus d'eurodéputés en France, tout simplement. Oui, et puis il faut déjà, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui que les journalistes ont perdu en fait ce qui faisait les grands reporters de l'époque. Je pense à Albert Lont, à Servan-Schreiber qui était le directeur de l'Express. Ces grands quotidiens qui avant faisaient pas l'actualité, commentaient l'actualité justement, ils ne faisaient pas l'actualité, ce qui est différent. Très juste ce que tu dis. Et là, on est dans ces différences-là qui font que le journalisme aujourd'hui est une espèce d'activité. Alors pour les journalistes politiques qu'on voit le plus souvent, hein, ceux les plus pertinents, on les voit jamais malheureusement, c'est devenu une espèce d'activité militante où on voit totalement les couleurs des partis politiques, on voit totalement on a l'impression que les médias représentent la bien-pensance. En fait, alors, bon, on pourrait dialoguer, bien-pensance, ça veut pas dire que tout ce qu'ils disent c'est n'importe quoi, mais ça veut dire que être contre l'UFN c'est progressiste, être comme si c'est mieux, être anti-Front National c'est l'avenir, alors que voilà, il y a pas d'impartialité. Et puis deuxième élément, hormis vraiment la nullité des médias ambiants,
c'est que le Front National, il faut arrêter de prendre aussi les électeurs des Front National comme des moutons un petit peu. Donc certes, il y a peut-être cet emballement médiatique qui fait que tout se pourrit, etc. On en a marre de ceux qui nous disent ce qu'il faut faire, etc. Parce que c'est ça, hein. Les médias nous disent ce qu'il faut faire. Et ça doit énerver. Mais le FN se structure de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on a des têtes, et là, et je pense justement, peut-être que tu allais me parler d'Aymeric Choprade. Moi, Aymeric Choprade, c'est celui qui s'est présenté dans notre circonscription, justement. En Île-de-France, et aux Français de l'étranger. Et aux Français de l'étranger. Bon, généralement, les Front National, Français de l'étranger. Enfin, bah, ils sont français, les oui. Français de l'étranger. Non, mais pas là, pour les... généralement, ils ne font. Voilà, le Front National, Ah oui. et logiquement, est inscrit sur 8 sur 9 circonscriptions, parce qu'ils n'ont jamais obtenu des scores aux Français de l'étranger, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, on peut le comprendre. Quoique, mais bon, bref, on pourra en revenir. Mais on se structure de mieux en mieux. Choprade, c'est quand même, moi je l'ai lu beaucoup de fois, c'est un éditeur, c'est un géopolitologue qui n'a jamais été remis en cause, ou que très peu, devant ses analyses géopolitiques. On a un pilier de la géopolitique française aujourd'hui qui est Aymeric Choprade, qui se présente, qui a une analyse de l'Europe qui est claire. Qui dit les frontières, il faut les refermer parce que ça développe des marchés parallèles. Mais encore, voilà, on a une régionalisation de l'Europe, pas sur le plan politique, mais en tout cas sur le plan économique, qui fait pour lui, il y a une perte d'identité. On va dire qu'on a le droit de pas être d'accord, mais il a des arguments pour dire pourquoi il pense comme ça. C'est une figure de la géopolitique, je le répète, qui est incontestée aujourd'hui. On peut avoir quelques différences d'explication, mais on a un parti qui dans ses têtes et dans les gens qui le composent, bah, alors, ça monte en flèche, quoi, intellectuellement. Justement, je voudrais te faire réagir sur ce parti qui se structure et qui devient donc finalement un vrai parti, pourrions-nous dire, contrairement à des petits partis dont on entend peu parler. Je pense par exemple à Lutte ouvrière qui est aujourd'hui, qu'on voit qu'au moment des élections, histoire de faire une petite incursion à la télé, ou Olivier Besancenot par exemple, où c'est une autre organisation qui ressemble plus à un syndicat qu'à un parti politique. Mais alors du coup, voilà. Nous voilà face à un nouveau parti, nouveau entre guillemets. Il y avait un documentaire qui était sorti sur Jean-Marie Le Pen, comme quoi de toute façon il ne pouvait pas gagner parce qu'il n'en avait pas l'envie. Aujourd'hui on a Marine Le Pen qui a priori en a l'envie de gagner, et donc tout ce parti, c'est ce que tu viens de nous dire, qui se structure. Je regarde très rapidement, alors pour ne rien vous cacher, la fiche Wikipédia de Marine Le Pen. Marine Le Pen est aujourd'hui présidente du Front National, présidente d'un parti politique. Bon, elle est conseillère régionale. Elle est députée européenne depuis 2004. Elle est conseillère municipale. Marine Le Pen, alors, cumule. Pour moi, ces cumuls-là ne sont pas graves parce qu'elle n'est pas... alors si, elle est députée européenne. Oui, mais elle parle pas au nom de la France. Oui. Non, c'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas grave dans le sens où elle n'est pas présidente d'un exécutif ou vice-présidente d'un exécutif. Enfin voilà, il faut bien faire la différence. On peut être conseiller municipal sans pour autant... c'est pas grave de cumuler avec d'autres postes. Mais si on reprend la définition stricte, elle fait quand même pas mal de choses. Si on ajoute à cela qu'elle est l'une des rares représentante du Front National à la télévision, même s'il commence à se multiplier, mais bon, elle est quand même l'une des rares et c'est en tout cas elle qu'on voit le plus. Si on ajoute à cela certainement un tas d'engagements ci et là, on peut imaginer quand même que là on est face à une situation, finalement voilà, le Front National se professionnalise entre guillemets si on faisait une petite comparaison, mais finalement il devient un parti comme les autres. Et cela m'amène, et ensuite je te laisse réagir, à une analyse, si on peut pas parler d'analyse parce que ce n'est pas encore le cas, mais moi j'attends de voir. Maintenant qu'on ne peut plus revenir sur ces résultats des municipales et des européennes, où le Front National a fait des scores tout à fait honorables, et on reviendra dans quelques instants sur le score du Front National, alors qu'effectivement maintenant qu'un certain nombre de maires, un certain nombre d'élus du Front National sont là, regardons ce qu'ils vont faire, et donnons-nous rendez-vous dans quelques mois, quelques années, je parlais tout à l'heure du calendrier, mais voilà, on verra, pour voir ce qu'a fait, pour voir le bilan du Front National à la direction de certaines communes, ayant un groupe politique avec ou sans d'autres pays au Parlement européen, voilà, vont-ils jouer ce qu'ils ont toujours, vont-ils faire ce qu'ils ont toujours dit, c'est-à-dire être relativement modestes, faire attention au niveau des dépenses, puisqu'on le sait, quand on est eurodéputé, on a quand même un bon salaire. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen qui défend l'ouvrier, je ne sais pas combien elle gagne, mais plus que l'ouvrier moyen, c'est évident. Voilà.
on jugera ce bilan. Donc voilà, sur ces deux facettes, peut-être as-tu des réactions, à la fois sur, on verra dans le futur ce que ça va donner maintenant, voyons ce que donne le Front National, et n'oublions pas de regarder ce que donne le Front National quand il est dans des exécutifs et maintenant qu'il est plutôt bien représenté pour la France au niveau du Parlement. Et puis, voilà, le Front National, justement, est-ce que ça va pas devenir un parti comme les autres, et puis un parti mensonger comme les autres, un parti qui a des affaires, mais ça fait longtemps qu'il en a déjà, et voilà. Qu'est-ce que ça va donner finalement? Il va y avoir aussi, je pense, une différence. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui dans ce que j'ai appelé la bien-pensance, mais on pourrait l'appeler autrement. Le problème, ça va être évidemment, il faut attendre de juger, il faut arrêter de parler pour dire ça va être terrible, ça va être le Troisième Reich qui va kidnapper tout le monde et qui va enfermer les gens avec un. Bref, il faut arrêter un petit peu de dire ça. Déjà, on est à peu près sûr que une partie des gens ne le pensent pas, puisque 25% des électeurs ont voté Front National. C'est vrai. Et même municipal, voilà. C'est quand même assez important. Le problème qui va se poser, c'est qu'aujourd'hui, je pense alors ça, c'est vraiment une analyse personnelle, les médias vont attendre, vont avoir une stratégie attentiste et vont, au moindre faux pas, les attaquer. Alors que, dans les partis, je dirais classiques, on sort des affaires. Mais on en sort pas souvent, parce que si on faisait vraiment le travail, si par exemple Mediapart avait, même si je trouve que cette presse n'est pas la meilleure qui soit, mais au moins l'avantage de mettre en avant des comptes à l'étranger ou d'autres affaires qui peuvent sortir des partis politiques ou de la politique en général, si on avait aujourd'hui des partis des journalistes qui faisaient le travail sur certains partis, avec le Front National, ça va être encore plus fort. Ils vont attendre la moindre chose, ça va être, à mon avis, du flicage permanent, et là, pour le coup, ça ne sera pas juste. Parce que si on faisait un flicage permanent pour tous les partis politiques, croyez-moi que le Front National, soit serait à égalité, soit serait peut-être nettement moins dans les affaires frauduleuses que ne seraient les gros partis, pour une raison très simple, qui est premièrement, parce qu'il a moins d'argent. Bon, c'est quand même un gros parti, mais ils ont moins de fric que l'UMP, le PS, etc. Ne serait-ce que parce que les partisans et les membres de ce parti sont bien moindres que les partis dominants, UMP et PS. Et la deuxième raison, c'est que, je le répète, il va y avoir un flicage permanent. Et vous voyez, dès qu'il y a un truc qui sort pour le Front National, ça sort au bout, tout de suite, vous avez vu, c'est terrible, etc. Moi, je trouve que les médias ont quand même contribué à cette dédiabolisation du Front National. Malgré tout ce qu'on a entendu, ces mots, ce vocable qu'on a entendu au lendemain des élections européennes, ils y ont quand même contribué. Je ferai que détail, mais moi je pense pas qu'ils l'ont dédiabolisé, au contraire, moi je pense que, en tout cas, ils lui ont servi, ça c'est sûr, mais je dirais pas qu'ils l'ont dédiabolisé, parce que ça reste aujourd'hui dans tous les médias le monstre absolu, c'est le monstre du Loch Ness qui arrive en tête des élections. On essaye de l'épier dans les affaires les plus municipales et autres. Il y a un flicage permanent. Je ne trouve pas aujourd'hui qu'on peut dire que le Front National a été dédiabolisé. S'il a été dédiabolisé, et encore, ce terme m'énerve un petit peu, mais c'est avant tout par un travail politique qui a lissé certains discours, qui a lissé certaines pratiques, certains vocables que le père Le Pen avait. Avant, on est aussi dans un contexte qui est différent. Avant, il y avait la guerre d'Algérie. On se souvient des paroles de Le Pen qui disaient ils ont voulu leur indépendance, maintenant ils sont dans la merde, ils veulent revenir ici, il fallait savoir. Bon, il y a aussi, il faut quand même regarder ça à l'aune de l'histoire, et c'est quand même un petit peu différent. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut attendre. On faut avoir le bilan, mais il faut qu'elle soit honnête. C'est-à-dire qu'on arrive, il faut regarder ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il faut pas se savoir par les pièges, mais il faut pas un flicage permanent du parti qui serait le Troisième Reich, etc., etc., etc. Puis de toute façon, on se sert de l'histoire aujourd'hui comme d'un alibi et on lui met ce qu'on veut dessus en disant eux c'est eux, c'est eux. Enfin, c'est l'étiquetage quoi. Étiquetage et c'est pas seulement en Europe, moi en Afrique j'ai pu l'observer plusieurs fois et puis on est là-dedans, mais c'est l'ère de la généralisation, de la communication. En fait le but, le sommet c'est la communication. Alors le site slat.fr que je ne connaissais pas a sorti des diagrammes au lendemain de cette élection en montrant que le Front National avec ces 4 712 683 voix faisait moins de voix que Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle où elle avait recueilli 6 421 voix. Donc effectivement, un score de 13,95% pour l'élection présidentielle au premier tour de 2012 et 10% seulement à cette élection européenne. Alors,
Le site tient ici à montrer que finalement il y a eu moins d'électeurs de l'extrême droite qu'au présidentiel. Raison simple, invoquer l'abstention, évidemment. Nous sommes passés d'une abstention abstention, vote blanc et nul compris, de 22% à 59%, ce qui est traditionnel pour l'élection européenne. Et puis, évidemment, certainement une preuve d'euroscepticisme, c'est-à-dire que les gens ne se déplacent pas forcément pour l'élection européenne parce qu'ils sont contre l'Europe, tout simplement, ou parce qu'ils n'éprouvent pas, on le disait au début de cette émission, d'attirance ou d'intérêt pour l'Europe. Puisqu'on est sur les résultats, rappelons également que la droite est celle qui a le plus perdu en termes de sièges, puisque c'est celle qui en avait le plus et qu'elle a bien descendu au niveau du nombre de sièges pour les européennes. Et puis un deuxième perdant, un deuxième grand perdant, même si finalement tout le monde est un peu perdant dans cette élection. D'ailleurs, dans les autres perdants, on pourrait citer Europe Écologie, qui avait fait une belle remontée aux élections de 2009 et qui là est redescendu. L'autre grand perdant, évidemment, c'est François Hollande et son parti, bien sûr, le Parti Socialiste, qui totalise 13% des voix, alors qu'il en comptabilisait 32 lors du premier tour de l'élection présidentielle. Voilà un petit peu le panorama du résultat du vote, avec donc une extrême droite qui fait finalement moins qu'à l'élection présidentielle en termes de nombre de voix, en termes de pourcentage également aussi. Bien sûr, je parle ici de pourcentage total d'électeurs et non pas de votants, si on considère l'abstention. Donc voilà ce que dresse ce site en disant que finalement le Front National ne fait pas une si grande poussée que ça. Après, ça dépend, voilà, on en revenait à ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient au type d'élection. Il y a beaucoup plus de déplacements. En même temps, moi aussi, je suis un peu partisan de ça. Je veux dire, l'Europe, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir des parlements déjà européens, notamment déjà parce que ça sert à rien, puisqu'au niveau national, ça sert pas à grand-chose. On attend, je pense, des effets d'abord sur le territoire national avant d'avoir des effets sur l'Europe, même si l'Europe peut avoir des effets sur le territoire national, ce qui est rarement des fois compris. Et puis autre chose, la présidentielle, c'est l'élection où tout le monde se déplace. C'est l'élection qui peut avoir vraiment un tournant, qui peut être à la base d'un tournant si notre parti ou le parti que l'on souhaiterait être au pouvoir arrive. Donc déjà voilà. Et je pense que également que les éléments qui nous amènent à voter pour les présidentielles et pour l'Europe ne sont pas les mêmes. En tout cas, je trouve que proportionnellement, même si on voit que quantitativement les électeurs de Marine Le Pen ceux qui ont voté Marine Le Pen étaient plus nombreux pour les présidentielles que pour l'Europe, il y a quand même une grosse augmentation. C'est la première fois que le Front National arrive premier. On s'y attendait, parce que depuis les élections générales européennes, c'est-à-dire les élections où tous les pays votent et non pas les élections, comment on appelle ça, les élections, je sais plus, il y a deux sortes d'élections, les élections générales européennes et les élections quand un pays rentre, si vous voulez, il doit voter pour avoir une délégation au Parlement européen. La Croatie, on n'en a pas fait justement parce que son entrée de l'Europe collaborait justement avec le prochain vote. Donc on n'a pas fait une élection j'arrive plus à me souvenir. Bref, on n'a pas fait une élection spécialement pour la Croatie. Rappelons que le score du FN en 2009 c'était 6,34%, qu'aujourd'hui c'est 25% pour la France, donc c'est un score qui est quadruplé. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que proportionnellement le Front National monte, et je trouve que, encore une fois, proportionnellement, on est à peu près sur les mêmes logiques, parce qu'étant donné les votants et étant donné les nombres de votes, les votants présidentiels et les votants pour l'Europe, 6 à 4 millions, c'est pour ces élections, on est même peut-être plus, on est peut-être plus fort pour les effets. Le FN est peut-être plus fort pour les élections européennes que pour les présidentielles. Je pense que ça, c'est un truc. Après, il reste un problème. C'est-à-dire que c'est bien que les voix discordantes se fassent entendre. Voilà, alors, je n'irais pas dire que c'est un contre-pouvoir, comme a dit Collard justement à mots croisés. Le Front National est un contre-pouvoir. Bon, moi j'y crois pas trop. Je veux dire, c'est des idées différentes, mais de là à dire que c'est un contre-pouvoir, notamment à l'Europe, puisque le Parlement sert à rien. Je suis vraiment méchant avec le Parlement. Mais juste, je termine. Il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui. Et ce qui me dérange, qui peut me déranger, c'est que je vois pas l'intérêt. En fait, on est à la scission d'un vrai problème. Soit on voit que l'Europe ne fonctionne pas et on l'arrête. Soit on voit qu'elle ne fonctionne pas et il faut faire des choses suffisamment complexes pour qu'elle s'améliore. Et c'est là le pilier. C'est-à-dire que c'est là où on va voir, où justement l'élection du Front National dans le Parlement européen est importante. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut aujourd'hui promouvoir des partis au sein de l'Europe
qui ne Qui sont serviront contre, pas l'Europe. Effectivement, l'euroscepticisme. Voilà. Juste avant C'est- de développer l'euroscepticisme, peut-être une question. Finalement, si on reste pragmatique suite à cette élection, ne vaut-il mieux pas que le Front National fasse des bons scores sur des élections telles les élections européennes pour voir ce qu'il donne, comme pour les élections municipales, où il fait des scores ci et là, et pas partout en France, hein, puisqu'évidemment, tous les conseils municipaux ne sont pas venus du Front National, ni une majorité d'entre eux. Mais voilà, est-ce qu'il ne vaut mieux pas sur des élections, pardonnez-moi, satellites entre guillemets, c'est-à-dire en fait qui ne sont pas les élections présidentielles, et pourtant vous savez comment j'aime le local, et comment ça me tient à cœur, donc voilà, c'est pas pour dénigrer mais est-ce qu'il vaut mieux pas que le Front National fasse des bons scores sur des élections comme les européennes, les municipales, pour voir ce qu'il donne, plutôt que sur la présidentielle directement, et avoir un Front National terrible, terreur, etc., tremblement de terre, séisme, aux élections présidentielles. Le problème, c'est les échelles, encore une fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger un parti, on peut pas voilà, juger une gouvernance sur des municipales. C'est impossible. C'est-à-dire que généralement, dans une mairie, bon, il n'y a pas de grand changement de directive internationale ou nationale. C'est ça le problème. Oui, voilà. Et puis l'Europe aussi, il ne va pas y avoir d'agissement. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que le Front National va tenir exactement le même discours depuis que Marine Le Pen est au Parlement européen. Ça va être le même discours, avec 25 voix, ou je sais pas, ou 22 ou 25, je ne sais plus, avec 25 voix Front National qui vont s'élever. Il ne va pas y avoir d'effet. C'est-à-dire que là, tu disais élection satellitaire, voilà, je sais pas, là je te dirais élection nulle sur le plan des actions et sur le plan du jugement. Ça ne servira absolument à rien. Mais alors sur les municipales, c'est bien parce que ça permet de voir de voir ce qu'on peut faire au niveau municipal. Mais le gros problème en France, et je pense que c'est typiquement français, parce qu'on a beaucoup de communes et parce qu'il faudra en dégager certaines, c'est que selon le parti au pouvoir, on municipalise l'élection ou on nationalise l'élection. Et là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que comment juger, comment pouvons-nous voter pour un parti à la présidentielle parce qu'il a des bons scores municipaux et inversement, et comment pouvons-nous voter pour un parti qui nationalement fait des bons scores, mais on ne sait pas ce qu'il va faire au niveau municipal et local. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas l'intérêt que tu as pour ces élections locales, mais en tout cas, c'est le portrait que je dresserais. Alors, on en parlait il y a quelques instants, effectivement, ce qui ressort en partie de ces élections, parce que n'oublions pas quand même que ce sont les partis traditionnels qui ont remporté cette élection, les partis européens traditionnels qui ont remporté cette élection au niveau européen, et le président de la future Commission européenne devrait être évidemment un représentant de ces mouvements. L'un des autres éléments, on ne peut quand même pas passer à côté, et c'est vrai que dans l'actualité on n'y est pas passé à côté, c'est la montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. C'est-à-dire évidemment le côté est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre l'Europe, et en l'occurrence c'est ceux qui ne sont pas favorables à l'Europe. On a cité le Front National, il y a bien d'autres partis qui alors soit remettent en cause directement l'Europe, soit remettent en cause la façon dont elle est construite aujourd'hui, et notamment le parti UKIP en Grande-Bretagne. Voilà. Donc la montée de ces euroscepticismes, finalement on peut se dire mais alors c'est bizarre, c'est comme si en France on avait un groupe anti-parlementaire à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu ça, mais avec encore une fois des échelles différentes. Des nuances, parce que les eurosceptiques, j'aime pas ce terme non plus, mais bon, je vais dire eurosceptiques, ce que les eurosceptiques mettent en partie en avant, c'est le fait, et Émeric Choprade l'a très bien montré dans sa géopolitique, c'est est-ce que les territoires européens, les pays européens, les pays membres, ont encore le loisir et la possibilité de choisir pour eux-mêmes. C'est ça la question. C'est aujourd'hui, si on avait un bilan clair de ce que l'Europe apportait ou n'apportait pas, ce que l'Europe nous défait ou ne nous défait pas, on pourrait juger. C'est-à-dire que c'est tellement très, 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 très général, on a quelques analyses qui sont faites, mais pas en profondeur. Et c'est ça aujourd'hui, et je trouve ça un petit peu différent, enfin c'est un peu difficile de parler d'eurosceptique dans tous les cas. C'est pourquoi eurosceptique oui, mais qu'est-ce qu'on entend par scepticisme? Sceptique, ça veut dire, pour moi ça veut dire, on attend et on est sceptique, mais ça ne veut pas dire qu'on est anti-européen. Ça ne veut pas dire ça. Le Front National est anti-européen. Donc, est-ce qu'on peut parler d'euroscepticisme? J'en suis pas certain. Après, pour le parti, parler d'euroscepticisme, c'est pas concret. Peut-être, par contre, pour les gens et les électeurs, c'est plus concret. Je pense qu'il doit y avoir une part d'euroscepticisme là-dedans et une part anti-européenne totale dedans. Il doit y avoir des gens qui, sont sceptiques, mais qui disent que ça peut peut-être avancer, qu'on peut peut-être faire des choses. Et encore, je pense que vraiment les eurosceptiques, aujourd'hui, il doit y avoir autant d'eurosceptiques dans les partis
UMPPS que dans les partis Front National. Dans le parti Front National. Pourquoi? Parce que les eurosceptiques, voilà, selon la définition que j'en donne, c'est ceux qui ont des doutes, mais voilà, on est sceptique, mais on ne sait pas, on attend. Peut-être que vous avez raison. Et il doit y avoir autant, je pense qu'il y a autant de gens qui sont convaincus, qui ont beaucoup de doutes et qui attendent de voir ce que les partis généralistes apportent, que des partis Front National qui, eux, regroupent à la fois des eurosceptiques et à la fois des anti-européens. Et c'est ça, voilà, c'est encore la vulgate médiatique qui parle et qui généralise et qui emploie des termes qui sont complètement abscons parce que ça veut rien dire. Et ça veut rien dire, notamment par la typologie que je viens de faire. Et bon, après, j'ai une analyse que j'ai, à mes propres, mais en tout cas, je pense que ça ferait beaucoup plus avancer les choses de dire que je pense que la plupart des Français sont eurosceptiques. Mais eurosceptiques dans le sens où, pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop, peut-être que, bah, on espère que ça ira mieux. C'est ça aussi le scepticisme. Ça ne veut pas dire être anti-européen, je suis désolé. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un pilier fondamental de tout. Mais voilà, en tout cas, je termine sur ce point-là. Et pour dire, en dernier ressort, qu'il faut faire attention, et on l'a déjà dit souvent dans cette émission, à ce que disent beaucoup de médias, parce que généralement on dit beaucoup de choses, la même chose aujourd'hui sur beaucoup de chaînes. Alors ça ne veut pas dire que tout est faux, attention, je suis pas dans le cliché, mais il faut approfondir et voilà et se renseigner ou lire sur des auteurs qui sont pas dans le domaine journalistique ou politique, c'est tout. Alors, tu nous parlais il y a un instant de ce que l'Europe fait ou ne fait pas. Et finalement, moi, il y a quelque chose pour un petit peu te répondre, mais pas directement, parce que, voilà, parce que je n'ai pas forcément d'éléments à apporter, mais moi, ce qui m'a choqué, puisqu'on parlait des médias, finalement, on en revient toujours au même thème, hein, mais c'est de voir dans les médias, pour une fois, des reportages du style « Ah, vous n'allez pas aller voter, parce que de toute façon, personne ne va voter à cette élection, mais voilà, regardez comme quoi c'est important l'Europe quand même. Hein. » Et finalement, des reportages qui allaient à contre-pied de ce qu'on dit dans cette émission. Mais moi, personnellement, ça m'a choqué, ces reportages où on dit, regardez, l'Europe a un intérêt. Avant, ce boucher n'aurait pas pu construire sa petite boucherie. Alors, excusez-nous, pour le coup, c'est un argument qui a été développé par le Front National, on ne peut pas l'ignorer, mais bon, qui, à mon sens, est plus ou moins pertinent, de dire, finalement, on a dit dans ces reportages, regardez ce que fait l'Europe. Mais finalement, l'Europe, la France contribue à l'Europe. Alors là, je ferai ma Marine Le Pen si je vous sortais les chiffres, mais la France contribue à l'Europe et reçoit moins à l'Europe que ce qu'elle donne. Mais bon, ça, même si on enlève ça, ce que je veux dire, c'est que si jamais il n'y avait pas d'Europe, la France contribuerait directement au développement de la boucherie de Monsieur Sandonneau, tel que l'Europe le fait aujourd'hui. Et donc finalement, et pareil pour la politique agricole commune, de se dire que voilà, si l'Europe n'était pas là, la France le ferait, puisque de toute façon la France a délégué à l'Europe la gestion de cette politique agricole du coup commune. Mais voilà, c'est de dire que effectivement, moi j'ai été entre guillemets choqué, étant un petit peu averti et me posant quelques questions, de me dire mais c'est fou, les médias aujourd'hui nous vendent des reportages dans lesquels on voit effectivement que Madame Untel a pu développer sa petite entreprise grâce à l'Europe, alors que finalement on sait que la France donne plus à l'Europe que ce que l'Europe ne lui donne. Ce qui, dans un objectif européen, je ne suis pas en train de critiquer ça, mais de dire que ce qui a été dit dans les reportages est aberrant quand on se dit que s'il n'y avait pas d'Europe, la France aiderait tout autant, enfin prendrait le relais, et au contraire, c'est même l'Europe qui a pris le relais de la France finalement. Après, ça a été voulu, comme tu dis, c'est la France, les gouvernants qui ont voulu ça. Bon, après, on a quand même vu une certaine réticence quand même au traité sur la Constitution, traité de général, la Constitution qui a été refusée. Oui, le traité, oui, ce qui a donné lieu ensuite au traité de Lisbonne. Justement, on a vu que le peuple a voté qui a voté non. Et puis bon, on a quand même fait ça, donc ça veut bien dire qu'il faut faire une différence entre ceux qu'on émet qu'on élit comme gouvernants et ceux qui gouvernent. Oui. Voilà, là on a un point, je pense qu'on est sur un point absolument fondamental qui est de savoir ce qu'elle amène, ce qu'elle rapporte, etc. Aujourd'hui, on sait très bien que la PAC, sans la PAC, la plupart des agriculteurs français, je parle pas en France parce que je connais que la partie que la France, la plupart des éleveurs n'existeraient plus. Ça, c'est évident. Mais comme tu le dis, qu'est-ce qui nous prouve que la France n'aurait pas été là pour les aider? Il y aurait peut-être une politique agricole française, je ne sais pas, une PAF pour le coup. Ça aurait pu être possible. Après, c'est vrai que sur certains domaines, l'Europe est là, mais ça dépend des pays. Parce que quand on regarde que la moitié des aides régionales sur le budget européen, le dernier budget européen, donc ça va être de
doit être 2007-2014, je crois qu'il est pour 7 ans le budget européen. Oui, c'est les ça. documents de prospective, oui, j'imagine Voilà. qu'ils sont. Je crois que c'est Ce sont des plans importants, je comme crois il que- existe d'ailleurs un peu partout aujourd'hui. Oui, On fait oui, des oui. plans à long terme, Mais enfin à en moyen terme. tout cas, pour les budgets européens, il faut savoir que la moitié, c'est-à-dire à peu près, je crois, je me demande si c'est pas 300 et quelques mille, enfin 300, je sais plus si c'est 300 milliards, enfin bref, on s'en fout. La moitié des aides européennes régionales, ça va au pays de l'Est. Au pays de l'Est. Donc Pologne, qu'est-ce que je raconte Je crois que c'est la Croatie, non, la Pologne aussi, je crois qu'elle a touché. La Pologne, la Croatie qui va toucher aussi beaucoup, enfin tout, la Roumanie, la Bulgarie, enfin bref, les pays, une bonne partie des pays de l'Est, la moitié ça va à ces gens-là, enfin à ces pays-là plutôt, et du coup à ces gens. Donc c'est aussi le problème de l'Europe. Alors c'est commun, donc il faut s'aider, c'est un peu, on mutualise un petit peu le tout, quoi. Mais après, quand on voit que sur notre territoire à nous on a encore des problèmes, il faut quand même se questionner, mais il faut aussi, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui énormément de régions françaises bénéficient des aides régionales européennes. Ça ne peut pas le nier. Ça apporte un vent. Mais après, rien n'empêche de dire, et justement, l'argument du FN est valable, rien n'empêche de dire que la France, si elle n'avait pas délégué autant de budget, enfin autant d'argent à l'Europe, peut-être qu'elle l'aurait fait pour elle-même aussi. Après, c'est un débat qu'on peut avoir. Et en tout cas, je pense que c'est aussi ça le problème de l'Europe, c'est que on ne peut pas peser le pour et le contre directement. C'est ça le problème. Bien sûr. Alors, nous allons maintenant nous tourner, évidemment, alors je parlais il y a quelques instants des partis, des gagnants et des perdants, entre guillemets, de cette élection, même si voilà, c'est toujours une analyse un petit peu complexe à faire en réalité. L'un des grands perdants, il n'en reste pas moins que c'est l'UMP, c'est-à-dire que l'UMP, parti d'opposition aujourd'hui au niveau gouvernemental, pourrait tout à fait avoir remporté aurait pu remporter cette élection si elle ne s'était pas embourbée dans un certain nombre d'affaires, à commencer dès le lendemain de l'élection présidentielle par l'élection de son président, Jean-François Copé, qui s'était tenu la bourre avec François Fillon, et du coup on a eu l'affaire Big Malion, un cumul en fin de compte d'affaires en ce moment avec Nicolas Sarkozy, avec les trésoriers de l'UMP, avec Jean-François Copé, avec tout un tas d'affaires qui font un nouveau scandale. Je le disais en ouverture de cette émission, qui a donné lieu à la démission de Jean-François Copé directement. Qui est remplacé par les trois anciens premiers ministres donc des gouvernements Sarkozy et Chirac, Jean-Pierre Raffarin, Juppé, non, si c'était Chirac, Juppé, je ne sais plus, voilà, Juppé, et François Fillon, pour une élection à l'automne prochain d'un nouveau président du parti. Voilà une nouvelle affaire, qui vient, alors on va peut-être pas commenter en longueur cette affaire, ça n'a pas de sens, on l'a déjà fait, on a déjà dit, de toute façon ils sont tous pourris, ils n'arrivent pas, ce sont des affaires qui les plantent, on a encore en raisonnement évidemment les commentaires de Maxime, j'imagine que tu es assez d'accord avec ça. Voilà, une nouvelle affaire qui surgit au lendemain de cette élection, l'UMP, alors finalement la question, l'une des seules questions qui pourrait avoir intérêt, c'est faut-il changer le nom de l'UMP? Non mais enfin franchement on en arrive à là quoi, Oui, non, on va pas commenter l'affaire. Bah non, mais non mais bon après le nom c'est plus maintenant, c'est plus comment on appelle ça, acronyme, enfin oui, acronyme, voilà. voilà, c'est Oui, c'est-à-dire qu'on pense pas tout de suite, c'était quoi, Union pour la pour majorité parlementaire, alors, non au début, c'est Union pour la majorité, effectivement, et puis ensuite, c'est devenu l'Union, enfin, c'est un mouvement populaire, oui, c'est ça, oui. Union pour un mouvement populaire, l'UMP. Voilà, non, mais on le voit bien en ce moment, on a aussi également le centre qui commence à prendre un peu plus d'espace. Alors, il y avait Jean-Louis Borloo, qui était bien lancé, et qui finalement l'est beaucoup moins, puisqu'il s'est retiré. Mais voilà, François Bayrou, Ramayad, des personnalités qui s'affirment aujourd'hui du centre, c'est-à-dire qu'on s'affirme quand même beaucoup plus du centre aujourd'hui dans la classe politique qu'auparavant, même si ça ne donne pas forcément encore beaucoup de résultats, bien qu'une partie des mairies ont été gagnées grâce à ça finalement. Voilà. Est-ce que le centre peut augmenter également, lui aussi, prendre un petit peu plus de place, alors que l'UMP, son souhait, c'est plutôt d'unir toute la droite dans un seul parti, et on voit aujourd'hui que le centre prend un petit peu ses distances, essaye de se mettre à part. Bah, moi je pense que le centre devient, enfin l'UDI centre. Je dirais l'UDI parce que le centre, pour moi, enfin, le centre, je le vois plus à gauche que l'UDI, mais enfin, je le vois pas au centre, mais à gauche. Enfin, après, c'est mon avis. Je pense que l'UDI est en train de devenir aujourd'hui la droite d'hier, je pense. Enfin, c'est mon avis. Je dirais une droite, bon, avec toutes les affaires, à mon avis, souterraines que ça doit engendrer, bien évidemment. Je pense que ça devient la droite, peut-être la nouvelle droite qui va arriver. L'UMP est en crise.
On a des voilà, le problème aussi quand un parti devient très 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 important, c'est qu'il y a et c'était pareil au PS, on a des conflits, des divergences, voilà, évidemment. des divergences entre plusieurs ténors. Oui, je voulais juste que faudrait peut-être regarder. J'étais persuadé que c'était Xavier Bertrand, moi personnellement, qui était à l'intérim aussi. Je dois me tromper. J'ai dû voir sa tête, c'est pour ça que ça m'a un petit peu choqué. Non, je pense que Xavier Bertrand lorgne sur le siège. Oui, je sais pas, faudrait voir. Donc là, on a des conflits. En fait, c'est des conflits totalement aberrants qui arrivent aussi. Je pense que dans la droite, il y a quand même Dupont-Aignan que je trouve pas du tout à l'extrême droite, contrairement à ce qu'on dit. Bon, c'est un souverainiste, mais bon, on aura, je veux dire, Jean-Pierre Chevènement. Chevènement a été aussi souverainiste, de gauche souverainiste. Je vois pas en quoi le souverainisme aujourd'hui est assimilable à l'extrême droite, mais on a fait plus encore l'extrême. Alors, justement, sur la petite frise tout à l'heure des résultats des élections, je précise à nos auditeurs que donc sur le site, je ne sais plus lequel, c'était slat.fr, Nicolas Dupont-Aignan est mis dans ce que l'on appelle divers droits. Voilà. Divers droits, oui. Voilà, Bah, il n'est pas assimilé directement parce que des fois, au Front National et à l'extrême droite. Dans les médias, en tout cas, on a tendance des fois à l'assimiler. Je trouve à l'extrême droite. Oui, non, mais tout à fait. Parce que souvent le royalisme, c'est un souverainiste, voilà. Donc il y a quand même. Je pense que Borloo, bon, lui est malade maintenant, malheureusement pour lui. Je pense que, en tout cas, ce mouvement, l'UDI, qui quand même a encore en ses germes, malheureusement. En fait, je pense que l'UDI est aujourd'hui, en fait, c'est la création, c'est l'ancienne UMP des années 2002, quoi. Alors ça va devenir, à mon avis, peut-être un parti assez important, surtout qu'il va y avoir des ralliements, ou alors l'UMP va réussir à l'écraser, ce qui est aussi probable, je pense aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de position. C'est ça le problème du centre, UDI centre, on a vu ça aux européennes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de décision, on a d'un côté des mecs qui pensent à droite, des mecs qui pensent à gauche, etc. On n'a pas une ligne qui est tracée, une ligne politique qui est tracée. Et ça fait qu'on a du mal à se positionner, on ne sait pas où on en va. Alors c'est bien, moi je considère qu'il faut avoir évidemment des idées de gauche, des idées de droite et de toutes les couleurs politiques, écologiques aussi, quand on dit pas de conneries. Et souvent ils en disent, malheureusement pour eux, et heureusement pour les autres. Mais oui, la droite aujourd'hui est soumise à ces dissections qu'elle a elle-même créées. Voilà, ces conflits d'intérêts. Mais en même temps, c'est généralisé à tous les partis politiques. Je parle de la droite, mais je pourrais parler de tous les partis politiques qui aujourd'hui deviennent voilà, des ultra-communicants. Alors évidemment, c'est pas de leur ressort, parce que ça dépend d'une société qui est elle-même comme ça, mais et d'un monde aussi qui change, qui est ultra-communicant et qui a du mal à prendre des décisions, à décider, à avoir un programme clair, concis, réalisable, c'est jamais le cas. Donc, il faut attendre de voir ce que donnera l'UMP. En tout cas, on a un petit peu, voilà, les conflits d'intérêts font que justement les meilleurs sont généralement mis de côté. Je trouve qu'ils ont gardé quand même un sens assez un peu noble, ne serait-ce que dans la gestion politique. Je pense à Juppé par exemple, et qui lui, je trouve, a quand même quelque chose, même si peut-être que souterrainement il baigne dans des affaires. Assez fou. On a entendu parler de lui quand il s'est retiré au Canada. Voilà, donc il y a toujours eu tout ça. Mais je pense que le problème, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à trop assimiler la vraie politique à De Gaulle, etc. Mais c'était pas le même monde non plus. On est dans un monde où, pour le coup, qui était plus, je pense, droit, plus. Enfin, je l'ai pas connu, donc il faut que j'arrête de faire un réactionnaire à la con. Mais un monde aussi, il faut arrêter de l'assimilation. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que devant l'ultra-communication, devant la médiatisation, et ça sera peut-être le mot de la fin pour moi, mais devant cette ces étroites gesticulations, on est dans un monde qui fait ressortir une espèce de passion humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à des gens, malheureusement, devant toutes les affaires qui sortent, et de faire du fric, et de faire du fric, et de faire du fric, de ne pas vouloir en faire, en fait. C'est ça le problème aussi de faire des épiphénomènes sur quelqu'un ou sur des affaires, etc. C'est-à-dire que l'homme politique aujourd'hui, et l'homme avec un grand H, donc les humains, pour les féministes qui diraient que je parle pas assez des femmes, les humains ont aujourd'hui, on je sais pas, on peut pas appeler ça des passions, mais en tout cas des comportements qui ne peuvent pas aller avec le monde politique, parce que la vraie politique au sens noble, au sens Aristote, etc., elle n'existe que dans les livres, comme la démocratie n'existe que dans les livres, la vraie démocratie. Donc faut faire attention aussi à dire que c'est pas politique, parce que
parce que ça dépend aussi de l'humain en tant que ça, en soi. Alors, quelques références, bien sûr, pour poursuivre un petit peu la réflexion. Après, on fera une petite ouverture sur passage de l'Europe à la France. Quelques références, bien sûr, pour qui nous ont aidé à préparer cette émission. brickbrowser.blog.lemonde.fr. Il y avait également slat.fr sur lequel... Slate, je crois. Slate, pardon, oui, c'est possible, mais on est en France ici. Ce sera slat.fr pour ce soir. Comme ça, les gens pourront l'écrire facilement. Voilà, deux sites qui nous ont aidés à préparer. Mais évidemment, on vous invite à vous cultiver, à lire ces articles, même s'ils sont parfois... Enfin, vous demander s'ils sont pertinents ou pas, évidemment, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein, bien sûr, c'est à cette occasion qu'il faut le rappeler. Juste, évidemment, pour revenir sur Slate.fr qui nous disait, si la France votait avec le système électoral allemand, voilà, nos amis allemands que l'on cherche toujours évidemment à copier, à juste ou à injuste titre, eh bien ce site nous dit que 3 partis supplémentaires seraient représentés au Parlement européen. Voilà de quoi ouvrir et effectivement de se demander, voilà, le système électoral, alors on en parle beaucoup, hein, effectivement, avec la montée du Front National, faut-il mettre de la proportionnelle dans le système français? Voilà quelques questions et tu voulais réagir sur ce que je disais juste avant, je vais peut-être te laisser le mot de la fin, à la fois sur ce que je viens de dire et sur ce que tu voulais dire, sur ces différentes informations. Alors pour conclure, on va dire ça comme ça, c'est très scolaire, Maxime. Ça fait solennel. Ça fait solennel. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, on est à la veille, et peut-être à la veille ou peut-être au début, d'un changement de l'Europe. Un changement parce qu'il va forcément y avoir un problème dans le sens où s'il y a une montée des partis d'extrême droite, donc eurosceptiques et anti-européens, ce qui n'est pas la même chose, je l'ai déjà dit, on est à la veille de plus d'Europe ou de moins d'Europe, de plus jamais d'Europe ou continuer pour améliorer l'Europe. Le fait que le Front National soit aujourd'hui là montre bien soit qu'il y a un ras-le-bol politique, soit qu'il y a une sorte d'incompréhension de l'Europe, soit qu'il y a justement une haine de l'Europe parce qu'on considère que l'Europe ne nous permet pas d'agir comme on voudrait agir au plan national. Alors que le Conseil européen est c'est quand même les chefs d'État, mais après derrière il y a quand même Bruxelles aussi qui dirige un petit peu les économies des pays, ça c'est pas faux. Mais en tout cas, on est aujourd'hui, je pense, à la veille d'un tournant qui va s'annoncer très rapidement, plus ou moins d'Europe. Et je terminerai en disant que il faut faire attention à ne pas se laisser avoir par les pas se faire avoir justement par je dirais ceux qui font l'actualité et pas ceux qui la commentent, justement les médias. Donc on disait l'autre chose, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, mais il faut faire attention à pas se faire monopoliser la pensée, justement. Il faut quand même analyser les choses concrètement et se dire ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mal dans ces parties-là. Mais en tout cas, ça sera plus ou moins d'Europe, ça sera avec la France, ou ça sera avec la France ou avec ou sans l'Europe. Et ça sera surtout un monde où le Parlement européen est aujourd'hui composé de gens qui ne va pas améliorer le fonctionnement de l'Europe. Ça, c'est un autre problème aussi. C'est ce qu'on justement on disait. Voilà, quel intérêt de mettre des gens, si ce n'est que l'intérêt des gens anti-européens et eurosceptiques dans le Parlement européen, si ce n'est que l'intérêt de la représentation, enfin, d'avoir des représentants, ce qui est aussi quelque chose de noble aujourd'hui. Alors, on attendra de voir, et puis bon, je te laisse le mot de la fin, Nico, comme tu sais le faire, mais je pense qu'on a bien débriefé le tout là. Effectivement, merci à toi Marc d'avoir été présent dans cette émission. Merci également à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez Cinebdo avec Robin. Juste un résultat de sport pour ceux qui aiment ça. C'est Tsonga qui a priori qui rejoint Djokovic donc à Roland Garros. Tsonga qui a remporté son match. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour Politiquement Incorrect. N'hésitez pas à réagir à l'émission. Très bonne soirée et à bientôt.